avec Céline Giraud sur Europe 1 et aujourd'hui Paul Melun et Gabriel Cluzel, Céline. Et avec vous, je vous disais il y a quelques secondes, j'avais très envie de revenir sur ce sondage, ce baromètre sécurité des Français réalisé par Odoxa pour Le Figaro. Et ce chiffre, près de 90% des Français attendent une nouvelle loi et exigent une sanction dès le premier délit commis. On a beaucoup parlé de l'ultraviolence chez les jeunes qui se multiplient. Écoutez le docteur Maurice Berger qui témoignait de la violence des mineurs. C'était ce matin sur CNews. L'emprisonnement immédiat pour les couteaux. 1 an et 15 000 € d'amende pour port de couteau dans la République. Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, le taux d'occupation est de 62% en moyenne. On peut appliquer cette loi immédiatement. On aura une chute du nombre de meurtres. Tous les mineurs qui sortaient du centre éducatif renforcé où je travaillais prenaient un couteau, pas chez nous, tout de suite ils l'achetaient, et ils me disaient au cas où. Donc ils ont comme modèle relationnel, s'il y a un différend, ça ne se traitera pas par la parole, mais moi ce que j'appelle les kilos ou les couteaux. Celui qui est le plus costaud ou celui qui a un couteau. Le plus dangereux, c'est ce que j'appelle les violences proactives. J'ai vu un monsieur hier en réadaptation fonctionnelle, je l'appelle monsieur Rachid, c'est pas son vrai nom. Un jeune lui demande de tuer une cigarette, il dit non, j'en ai pas. Coup de couteau, section du sciatique. C'est ça la violence, c'est une lame qui coupe tout ce qu'il y a devant elle. Voilà, très intéressante cette interview de Maurice Berger ce matin sur CNews, Gabriel Cluzel. Les kilos, les couteaux, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très profond. Non, mais notre société a évidemment fortement évolué. On reste attaché à une loi qui date de 45, qui est complètement obsolète. Alors c'est bizarre parce qu'on a une époque très disruptive, où on met tout par-dessus sur tête, où le mot tradition n'a pas bonne presse, mais on garde cette loi comme si elle était absolument sacrée. Donc on considère que c'est des petits enfants, et puis il y a cette vision irénique aussi un peu de série B américaine qui fait dire que si on est gentil avec eux, si on s'en occupe bien, ils vont rentrer dans le droit chemin. Mais la vie n'est pas la petite maison dans la prairie, et on voit bien qu'on a une société qui ploie sous un double phénomène. Le premier, c'est qu'elle ne croit plus en son autorité. Pour moi, c'est l'effet mai 68, French Theory, etc. Donc la prison, c'est pas bien, ça favorise la récidive. Moi, je trouve que c'est un sophisme. Ça veut dire que la prison favorise la récidive. Sans prison, il y aura sans doute encore plus de récidive. Et dans ce sondage, il y a 79% des Français qui veulent des peines d'incarcération pour les mineurs délinquants et 93% qui veulent un durcissement des peines. Mais évidemment, et le deuxième point, c'est qu'on accueille aussi des populations venant d'autres horizons, avec d'autres mœurs, d'autres rapports sociaux. Parfois, ils ont fui leur pays parce que précisément, il y avait des rapports sociaux violents qui se règlent par la justice différemment, parce que la justice de chaque pays, elle est calquée, si vous voulez, c'est une tunique à la code taillée sur les mœurs de chaque pays. Donc, c'est pour ça que dans certains, vous savez, des étrangers du reste chez nous disent, mais vous avez vu comment vous traitez, je sais pas, tel jeune d'originaire du Maghreb, mais chez lui, il serait pas traité comme ça. La justice est beaucoup plus dure là-bas. C'est clair. Donc, si vous voulez, chez nous, nous sommes complètement démunis parce que pour des tas de raisons idéologiques, nous ne voulons pas nous poser les bonnes questions. Paul Melun. Il faut évidemment un tour de vis pénal très important, et je crois qu'effectivement la justice des mineurs est un impensé de notre système depuis un certain nombre d'années, parce que nous avons en tête, ça a été un peu dit par Gabriel, mais je pense que nous avons en tête ce qu'étaient les maisons de correction avant mai 68, et nous avons en tête les maltraitances qui pouvaient y avoir là-bas, etc. Et donc on a voulu mettre ça le plus loin de nous et ne jamais revenir à ces maisons de correction. On voit ce qui se passe par exemple outre-Atlantique aux États-Unis avec les bootcamps qui sont l'équivalent là-bas des maisons de correction qui sont très rudes et très dures pour ces jeunes-là. En France, je pense qu'on n'a pas voulu se poser cette question-là, et donc on a commence à y revenir quand même. Alors, en tout cas, cette porte est rouverte par certains. On y revient progressivement. Moi, je souhaiterais qu'elle. C'est ça le problème. Moi, je souhaiterais que cette porte l'excuse de minorité, réouverte. c'est pareil, ça revient régulièrement sur le terrain, et encore plus ces derniers jours. Bien sûr. Faut-il la supprimer? Faut-il la revoir? Envoyer un signal fort aux jeunes délinquants aussi, en se disant voilà, il n'y a plus d'impunité, il n'y a plus la culture de l'excuse, quoi. C'est ce que disait Sarah Knafo de façon plus radicale hier sur notre antenne, mais on est là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 14 ou 15 ans et que vous commettez un crime ou une tentative d'homicide qui vous conduirait tout droit en prison si vous aviez plus de 18 ans, on a du mal à comprendre que vous ayez un traitement différent quand vous avez 15 ans et que vous avez commis cela. Donc évidemment, il faut cette fermeté, mais je pense que si vous inscrivez que le sujet de la politique pénale, vous passez à côté d'une bonne partie du sujet. Il y a effectivement, et ça avait été un mot qui avait été pointé
annoncé par le président de la République. Maintenant, on attend les actes. Mais le mot de décivilisation, la réflexion autour de ça, qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation, dans le minimum de culture, dans la socialisation de ces jeunes et qu'est-ce qui les pousse à commettre ce type d'acte, premièrement. Deuxièmement, l'impensé du lien entre immigration et ce type d'acte, c'est-à-dire l'importation en France d'un certain nombre de comportements que nous ne voyions pas en France il y a maintenant 50 ans et qu'aujourd'hui se développent, avec effectivement un rapport à l'autorité bien différent entre les pays émetteurs et la France, qui est un territoire volontairement pacifié, dans lequel notre civisme doit normalement nous empêcher de commettre tel ou tel acte. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, beaucoup de gens avaient un couteau dans leur poche pour se couper un morceau de fromage, notamment dans les campagnes. Un opinel pliant, par exemple. Jamais personne, un laïeul ou un opinel, jamais n'aurait pensé à le pointer dans le cœur de quelqu'un parce qu'il vous a refusé une cigarette. Donc la question, et moi je vois parfois ça et là des élus qui disent ah oui, il faut faire la chasse au couteau. Non, il faut faire la chasse aux porteurs de couteaux, parce que les porteurs de couteaux, ils pourraient avoir tout autre objet contondant qui s'en servirait. Il y a un durcissement des établissements scolaires, puisque Elisabeth Borne a récemment dit on a vu ceux qui ont des couteaux dans l'enceinte scolaire, mais bon, il faut aller plus loin. Et j'en termine sur la question de l'immigration. Aller plus loin, ça veut aussi dire repenser notre question des frontières. Une frontière, c'était les travaux de Debré sur la frontière, c'est aussi un mur, comment dirais-je, entre des civilisations, des peuples, des nations, qui parfois ne fonctionnent pas pareil. Et il y a aussi à cela des raisons historiques, philosophiques, culturelles qu'il convient, à mon sens, de respecter. Non, oui, évidemment, le couteau, ce n'est qu'un outil, et je trouve que cette guerre contre le couteau, c'est un peu l'idiot qui monte le doigt plutôt que la lune. Si vous voulez, il y a les machettes, convenez que ça c'était pas d'ailleurs une arme très fréquente sous nos latitudes, mais on a vu en prison récemment un jeune se faire tuer par un tesson de bol, enfin je sais pas comment on dit ça, un bol brisé. Vous vous souvenez de menaces avec des fourchettes dans les prisons, on en avait parlé au moment de Traoré. Voilà. Donc quand on veut arriver à ses fins, les attentats à la voiture bélier, c'est également connu. Donc malheureusement, on aura beau supprimer les couteaux, on n'arrivera pas à nos fins. Moi, je crois qu'il y a une vision à court terme. Simplement, ce que je voulais dire à court terme, c'est que cette loi, en plus, si elle évoluait, permettrait de lutter contre les narcotrafics qui utilisent ces complaisances avec les mineurs. C'est pour ça qu'ils prennent des gens au berceau quasiment, ou de l'argent facile, parce qu'on sait qu'ils seront vite relâchés. Mais vous avez raison, sur le long terme, il y a une vraie réflexion de changement de paradigme, d'éducation, de retour de l'autorité, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vision globalement qui émane des réflexions aujourd'hui. Et à 13h40 dans Europe 1 13h, je voulais aussi vous entendre sur ce qui va se passer vendredi. Le Conseil d'État va donc se prononcer sur l'exclusion de C8 de la TNT, donc qui a été décidée par l'Arcom. Alors c'est une décision importante qui va engager notre conception de la liberté d'expression. Et ce matin, dans les colonnes du Figaro, Renaud Dutreil, ancien ministre et membre honoraire du Conseil d'État, et Françoise Laborde, journaliste et ancien membre du CSA, se pose la question: y a-t-il démocratiquement en France aujourd'hui une place pour C8 sur la TNT ? Paul Melun. Moi, je trouve cette décision de supprimer, d'interdire C8 extrêmement préoccupante. C'est-à-dire que nous nous targuons, à raison d'ailleurs, parce que c'est notre histoire, d'être la patrie de la liberté, d'être la patrie des Lumières, d'être la patrie de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on a presque l'impression que le mot liberté d'expression, que l'expression de liberté d'expression est un gros mot. Et c'est suspect. Quand vous dites, moi, je suis pour la liberté d'expression, on va vous mettre à l'index, on va dire, c'est tout de même curieux que vous disiez ça, vous devez avoir un truc à vous reprocher. Mais vous imaginez, c'est orwellien, c'est-à-dire que les mots n'ont plus de sens. Quand vous prenez la liberté, normalement, c'est un sujet qui devrait faire consensus dans toute la société. Elle est turbulente, elle est indisciplinée. Elle a été sanctionnée et elle a payé ses amendes pour ses écarts. Mais voilà, on se demande si, sachant qu'il y a 40 millions quand même de personnes qui regardent cette télé, très populaire. C'est la première chaîne de la TNT. Est-ce qu'on va priver tous ces auditeurs C'est la première chaîne de la TNT. Et moi, je pense que le juge de paix en matière de médias, c'est le peuple, c'est les téléspectateurs. Si la chaîne faisait 50 000 téléspectateurs par jour et qu'elle était en train de se mourir, il pourrait y avoir une question d'attribuer cette fréquence à une chaîne qui fonctionnerait mieux. Là, en l'espèce, ça n'est pas le cas. Gabriel Cluzel. Vous savez, ça se passerait dans tout un autre pays que la France, je ne sais pas, sous Trump ou sous Viktor Orban. La France, Emmanuel Macron en tête, seraient les premiers à pousser des cris d'orfraie en disant mais c'est terrible, quelle atteinte à la liberté d'expression. D'ailleurs, dans ce papier du Figaro, vous l'avez lu, du reste, ils font allusion à la Russie. En général, c'est pas des États très démocratiques qui ferment des chaînes de façon autoritaire, des chaînes très populaires. On est sur cette liste désormais. Voilà, et c'est vrai qu'il se passe un certain nombre de choses dans notre pays qui sont assez
troublante sur ce plan-là. Moi, je suis aussi quand même assez inquiète. Bon, mais c'est un vaste sujet, mais on parle beaucoup aujourd'hui du Conseil constitutionnel, du peu d'indépendance de l'endo-recrutement dans le même petit milieu, de toutes les instances de recours. Le Conseil d'État, c'est quand même le garant de l'état de droit dans notre pays. Oui, mais bon, alors moi je veux pas critiquer, il va peut-être être touché par la grâce, pas de la décision qui sera donnée. Exactement, mais je remarque que toutes ces instances vous savez, le Parti socialiste, il représente 2% dans le pays, mais il préside beaucoup d'instances, de façon assez surprenante, parce qu'il y a une cooptation assez naturelle. Et Jean-Marc Sauvé, qui est vice-président de ce Conseil d'État, dit: la liberté d'expression est le principe fondateur de la démocratie. En France, la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression politiques ou socioculturels est une exigence constitutionnelle. Oui, en fait, quand on est cohérent avec une telle déclaration, C8 devrait continuer à pouvoir exercer tranquillement. Pourtant, rien n'est moins sûr. Et on ne devrait pas avoir un écran noir dans quelques jours. Non, donc ça paraît fou. Et vous disiez, Céline, le côté turbulent ou parfois irrévérencieux. Indiscipliné, Mais ça, c'est formidable, parce que si vous voulez, c'est l'esprit français que d'être irrévérencieux et d'être turbulent. Sinon, vous allez mettre une chape de plomb, vous allez dire non, émission trop irrévérencieuse, on la supprime. Et là, vous entrez effectivement dans quelque chose qui n'a rien à envier aux pires dystopies des années 70-80. Et c'est curieux que ce soit au nom de la démocratie, de la liberté, paradoxalement, que ces gens-là veuillent museler ou interdire les paroles qui les dérangent. Est-ce qu'on a envie encore d'une chaîne populaire aujourd'hui? Oui, et qui est regardée par les jeunes. Atypique. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le public de la télévision vieillit parce que il est né d'une certaine époque, et aujourd'hui, ceux qui regardent, c'est pas forcément les jeunes. Il se trouve que cette chaîne est très regardée par les jeunes, et ça pénètre dans tous les milieux sociaux. Donc c'est quand même intéressant, et c'est vrai que c'est moi je trouve assez révoltant cette fermeture. Alors vous savez, il y a eu d'autres chaînes turbulentes. Moi je me souviens, je vais vous parler de ma jeunesse. Quand j'étais jeune, il y avait est-ce que c'est pas son succès qui fait peur? Skyrock et Fun Radio. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais si, vous pouvez. On est la radio libre, je vous le rappelle. Elle était tombée sur ces chaînes, elle m'avait dit mon Dieu. Il y avait Doc Gynéco qui donnait des explications, vous vous souvenez? Écoutez, ça n'a pas toujours été. Voilà, mais c'était le début aussi d'une libération de la parole. Voilà. Bon, alors c'était dans un autre registre, si vous voulez. Tout à fait. Je remarque que tout d'un coup, on découvre les convenances, la bienséance, ce qu'il faut dire. Est-ce que c'est vite fait peur, vous pensez aujourd'hui? Elle fait peur parce que ça cartonne aussi. Ça marche très fort. Et donc ça a aussi peut-être fait des jaloux. Et peut-être qu'il y a des gens qui étaient jaloux de la réussite et du succès des émissions de C8, probablement. Ça donne la parole à beaucoup de gens. Ça donne la parole à beaucoup de gens, c'est très juste. Et en plus de ça, si vous voulez, si vous n'avez pas dans l'espace médiatique un certain nombre de zones de liberté, de respiration, où précisément beaucoup de gens ont la parole, y compris des gens qui n'auraient pas la parole ailleurs, si vous les fermez, que vous mettez une chape de plomb, ça va pas faire disparaître ces idées-là dans la société. Au contraire, ça va les faire se radicaliser. Donc c'est vraiment contre-productif. C'est-à-dire que plus vous interdisez la liberté d'expression dans le cadre des chaînes conventionnelles, etc., plus elle va se diffuser de façon beaucoup plus radicale et beaucoup moins intéressante, beaucoup moins intelligente et beaucoup moins pondérée sur les réseaux sociaux, avec des thèses complotistes, etc. Donc moi, je pense que c'était extrêmement contre-productif, en plus d'être illibéral. Est-ce que le Conseil d'État va invalider ou alors confirmer la décision de l'Arcom? Eh bien, on aura la réponse vendredi. Nous, on reste ensemble encore un quart d'heure. Tiens, dans quelques instants, on va revenir sur cette sortie de Fabien Roussel, qui n'aurait donc pas voté la censure. Est-ce qu'il prend ses distances avec LFI? On va en parler. Et puis ça démange aussi, cette domination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Les copains d'abord ou pas? En parlant d'Emmanuel Macron, bien sûr. À tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe.